Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, non je ne suis pas dans la super cave aujourd'hui mais dans le super bureau. Salut Bulma. Salut Chris, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un podcast que j'ai réalisé avec Arnaud Gobet, ancien compétiteur qui va nous parler de son parcours et des coulisses des compétitions. Après mon générique pourri. Bonjour Arnaud. Salut Chris, comment tu vas? Écoute, très bien, ravi de te recevoir sur ma petite chaîne. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, depuis le temps que des personnes me demandaient de faire des podcasts, etc., et que j'ai jamais pris le temps de le faire, pour toi, je le fais. Alors, à titre informatif, je connais Chris depuis maintenant 4-5 ans. C'est parti d'un truc très bête. Quand j'avais une page Facebook à l'époque, peut-être que certains Ouais. d'entre vous suivaient la page, ça s'appelait Sparteam, Sparteam Body, avec un logo, là, un casque de Spartiate. Et c'est comme ça que j'ai connu Chris. Toi, je crois que tu es toujours le sosie officiel de Wolverine. Ouais, bon là j'ai pas la barbe mais. Voilà, t'as pas la barbe. Et c'est parti d'un délire où je t'ai dit, j'avais des t-shirts, etc. Et puis tu m'avais fait une super photo. Et on s'est même rendu compte que toi, en région parisienne, on avait des potes en contact par le biais de la boxe thaïlandaise. C'était parti comme Oui, ça. Et ouais. oui, Konzak notamment. Ouais, Krongsak, et puis la famille Pachi, comment il s'appelait il y avait aussi à Porte de Champéret, je crois que c'était l'ami qui tenait le club là-bas, ou je sais plus qui. Voilà, c'était Ouais, parti ouais. comme ça. Voilà. Arnaud, tu es licencié IFBB? J'étais. Tu étais. J'ai été licencié FBB, c'est-à-dire que l'IFBB, donc j'ai fait des compétitions sous l'égide donc de la fédération IFBB, l'IFBB France. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une des plus grosses fédérations mondiales de culturisme, avec notamment Monsieur Olympia, qui a lieu tous les ans. Olympia est sous l'égide de l'IFBB, ça a été, je crois, la première fédération donc de culturisme. Et j'ai fait donc les championnats de France IFBB en 2012 à Langogne et la Coupe de France à Elne en 2015. Voilà, c'était en octobre-novembre 2015. Sur les championnats de France en 2012, je terminais troisième. C'était à titre informatif ma troisième compétition. Ouais. Et donc en 2015, après la Coupe de France, où j'ai terminé premier dans ma catégorie, et où je faisais après ex aequo avec Joseph Douteau, pour ceux qui connaissent, en toute catégorie, qui m'ouvrait ensuite qui m'ouvrait les portes pour faire l'Arnold Classic en septembre à Madrid, en septembre 2015. Voilà. Ça s'est arrêté là. J'ai pas pu faire l'Arnold Classic. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour ceux qui me reconnaissent, ou qui ne me connaissent pas, je tenais un magasin de vente de compléments alimentaires et diététiques à Bordeaux. J'étais en pleine prépa, donc on était à 2 mois de l'Arnold Classic et j'avais eu des problèmes personnels et à la fois professionnels. Bref, l'environnement et l'encadrement ne me permettaient pas d'être à fond dans ma préparation et j'ai préféré arrêter et ne pas aller faire l'Arnold Classic, tout simplement parce que j'allais, je pense, me gaufrer. Voilà. C'est un petit peu le problème quand on fait des compétitions comme ça, arriver à un certain niveau, il faut vraiment être à 100%, bien encadré, pas avoir de soucis, sinon ça peut vite poser problème. Donc j'ai préféré annuler, ça s'est arrêté là. Voilà. J'ai notamment aussi été, comment on appelle ça, j'ai fait partie du bureau IFBB pour la partie sud-ouest, c'est-à-dire que j'étais affilié à l'IFBB et je délivrais les licences IFBB pour les compétiteurs qui voulaient s'inscrire. J'étais rattaché à Jean-Louis Bala, donc qui lui gérait la partie sud-ouest de Montpellier jusqu'à Bordeaux pour faire partie du bureau et de la fédération IFBB. Voilà. D'accord. Et tu es aussi diplômé en Muay Thai, c'est ça? Ouais, je suis diplômé en Muay Thai. En 99, j'ai passé ce qu'on appelle un diplôme d'instructeur fédéral en Muay Thai. C'était sous la FFMDA, que toi tu as dû connaître à l'époque. Ça a été le premier diplôme reconnu par l'État pour l'enseigne et la pratique du Muay Thai. En fait, la fédération a commencé à imposer des diplômes et structurer le Muay Thai car on avait pour objectif de se présenter aux Jeux Olympiques et de développer la boxe et aussi avoir un encadrement avec les jeunes. C'est-à-dire qu'avant, dans les clubs de boxe, tu as connu ça,
On pouvait Ouais. commencer à. Tu connaissais pas, on te présentait, tu arrivais, tu dis voilà, je veux faire de la boxe, on prenait à 14-15 ans. Puis après, l'IFBB a dit bon, bah maintenant, on veut viser. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand on veut aller aux Jeux Olympiques, bon, bah, c'est un petit peu le nombre de licenciés d'une fédération qui est capable de déclencher, de dire voilà, on peut présenter, etc. Par Ouais. exemple, le judo, vous avez énormément de gamins qui font du judo. Moi, le premier, mon petit, dès qu'il va avoir 3-4 ans, je vais le mettre au judo. Parce que c'est facile, c'est ludique. La première chose qu'ils apprennent, c'est à se rouler par terre. Mais, et donc, Ah. la Fédé voulait donc avoir des encadrants, formater des encadrants à leur façon pour aussi ouvrir la boxe, le Muay Thai aux petits. Et c'était à partir de 7-8 ans, je crois, de mémoire. Donc, pour rendre de la boxe ludique à des gamins de 7-8 ans, c'était assez compliqué. Mais on y arrivait. Et c'est parti comme ça. Et ce diplôme-là, c'est quelque chose qui a duré sur un an. Alors, à l'époque, moi, je travaillais quasiment tous les week-ends. C'était samedi, dimanche. J'allais à l'époque dans le 91, là, merde, je sais plus, à côté de Corbeil-Essonnes. C'était samedi, dimanche, toute la journée pendant un an pour obtenir son diplôme. Voilà, où on faisait C'est des pas cours. Évry? Hein? C'est pas Évry? Non, c'est à côté d'Ivry. Tu sais, je me rappelle plus, je suis parti depuis 10 ans là-bas. Ouais. Merde, c'est entre Corbeil, c'est quand tu retournes sur le côté Seine-et-Marne. C'est tout ce que je peux te dire. Et pour la petite histoire, tu te rappelles de André Panza? Ouais. Eh ben, je l'ai passé avec lui. André Panza avait son club de boxe, il a été obligé de passer aussi ce diplôme pour pouvoir continuer à enseigner. Il y avait le fameux André Panza. D'accord. Voilà. Et puis à l'époque, il y avait aussi Farid Villaume, que tu as dû connaître, et Karim Saada notamment. Voilà, c'était les trois. Et eux, avec Farid Villaume, qui a été multiple champion du monde en Thaï, en Thaïlande, etc., qui était un très très beau boxeur. D'accord. Alors, est-ce Voilà. que tu pratiquais la musculation en plus ou tu l'as fait après? Est-ce que tu as arrêté la Muay Thai pour te mettre à la muscu ou est-ce que c'était complémentaire? Non, c'est venu après. En fait, moi, j'ai commencé la Thaï à 14 ans, 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. À l'époque, je pesais 62 kilos. Je fumais, tout ça. Bref, j'étais devenu, on va dire, un légume et le moins sportif possible. Et puis, j'ai eu un déclic un jour et un événement personnel qui a fait que. Et je me suis inscrit à la boxe. Et en un an, en fait, juste à faire de la boxe, à remanger, vu que j'ai arrêté de fumer, j'avais, tu sais, quand tu arrêtes la clope, ou puis bon, le bédo, je me dis, je fumais le bédo, etc. Tu sais, tu as faim, machin, etc. Donc, tu arrives à compenser. Et Ouais. je me remettais à manger. Et par le biais de la boxe, je me musclais naturellement. J'ai pris presque 10 kilos en un an, en fait. Et très, très sec. Voilà. C'était un peu, on va dire, des prédispositions, mais sans hygiène de vie. Parce qu'en plus, moi, je vivais à l'internat. J'étais en internat dans l'Oise à l'époque. Donc, je mangeais la bouffe de l'internat. Hein, tu n'as pas grand-chose. Mais par contre, je m'entraînais le week-end. Chez moi, je faisais quand même des pompes. Et au bout de 6 mois, en fait, mes parents m'ont acheté des haltères. Donc, le truc con. J'ai acheté à l'époque le livre de Frédéric Delavier pour les exos avec des haltères. Ouais. Voilà, pour faire les biceps, les triceps, les épaules. Et en fait, le week-end, le samedi, dimanche, je faisais de la muscu chez moi, comme ça, le complément. Enfin, du moins, je faisais de la muscu comme ça chez moi, vite fait, pour essayer de gagner un peu en muscle, en fait. Et puis la semaine, à l'époque, pendant un an, j'avais qu'un cours de boxe le mercredi. Parce que je coupais D'accord. l'internat. Mais mon beau-père venait me chercher le mercredi midi, m'emmenait à la boxe le mercredi soir, mais me ramenait à l'internat le jeudi matin. Et au bout de 6 mois, la mayonnaise a commencé à bien prendre. Je passais à 2 cours de boxe et puis je faisais mon deuxième entraînement le vendredi soir. Et au bout de 6 mois, 8 mois, je faisais mes premiers combats, mes interclubs à Porte de Champéret. Et D'accord. puis voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc là, j'avais 15 ans. À 16 ans, donc du coup, là, j'ai voulu m'inscrire en musculation. Et on avait un club à côté de chez moi. Je me rappelle, j'allais en scooter. Je me tapais 35 minutes de scooter. C'était à Meaux, dans le 77. Ah oui. Ouais, quand tu descends dans l'arrivée de Meaux, c'était le squash tonic, ça s'appelait. D'accord. Et ma mère connaissait bien le patron, et j'ai dit à ma mère, voilà, je voudrais faire un peu de muscu. Elle m'a inscrit au club, et à l'époque, c'était 18 ans, mais vu que le patron connaissait ma mère, il a accepté de me prendre. Et donc, tous les samedis, dimanches, j'allais faire de la musculation en complément. Mais pas dans l'optique de prendre du poids ou quoi, c'était pour prendre du muscle et devenir solide avec la boxe en plus en complément. C'est parti comme ça. D'accord. Donc ça, c'était, écoute, en 96, 97. Après, en 98, je suis parti de l'Oise pour aller sur le 94 où j'étais à l'école à Alfortville. Là, j'avais ma bagnole. Là, par contre, j'avais commencé à délaisser la muscu parce que j'avais plus le temps. J'étais en alternance
J'avais boxe, là, c'était lundi, mercredi, vendredi, tu vois, c'était déjà plus intensif. Et du coup, je faisais moins de musculation. Mais c'est-à-dire que parce que j'avais acquis déjà et travaillé depuis 1 an, 2 ans le week-end, c'était acquis. Après, ça s'entretenait tout seul avec la boxe, en fait. Et j'étais à 72 kilos. 99, j'ai passé mon diplôme. Donc, à partir de 2000, je commençais à donner les cours avec mon entraîneur au club, que boxe. Et en 2001, j'ai rencontré une nana qui m'a dit, écoute, elle faisait beaucoup de fitness, etc. Et elle m'a dit, ouais, tu devrais te mettre à la musculation. Elle m'a dit comme ça, des prédispositions, sans vantardise ou quoi, mais elle m'a dit, tu devrais essayer. Bon. Bon, j'ai dit, ok, je fais. Puis, alors là, du coup, c'était plus fort. Parce qu'en plus, à l'époque où je travaillais avec mon père, on avait une boîte dans le bâtiment. Donc, je travaillais du lundi au vendredi, je ne vous parle pas des heures. Je me suis mis à la muscu. Et en plus, j'avais repris la clope entre-temps et j'avais arrêté de fumer. Et c'est là que la nana m'a mis un peu le pied à l'étrier pour me dire, mets-toi à la muscu. Alors, non seulement je bossais avec la boîte à mon père, du lundi au vendredi. Le lundi, j'allais à la muscu. Lundi, mercredi, vendredi. C'est-à-dire qu'à 19h pile, j'étais à la salle de muscu. À 19h45, je partais de la muscu sans me doucher et j'allais donner les cours de boxe de 20h à 22h. Lundi, mercredi, vendredi. Ouais, pas d'excuses, quoi. Pas d'excuses, plus de boulot. J'ai fait ça pendant 1 an et effectivement, j'ai réussi à prendre un peu de poids. Et à la boxe, vu que je donnais les cours, en fait, j'avais plus de combat, tout ça, donc je m'entraînais beaucoup moins, en fait, si tu veux. Sur 2 heures d'entraînement, si j'avais 20 minutes d'intensif, c'était le grand maximum. D'accord ? Ouais. Et puis, ça commençait à me plaire. Puis 2002, j'ai commencé à délaisser un petit peu la boxe. J'allais moins aux entraînements, je donnais moins de cours. Mon entraîneur a compris à l'époque. Je lui ai dit, écoute, Jean-Pierre, voilà, je veux faire un peu moins de boxe, j'ai besoin de voir un peu autre chose. C'est parti comme ça. Et puis en 2003, donc j'ai tenu comme ça pendant presque 2 ans. Et puis en 2003, en fait, on a arrêté la boîte avec mon père, on a eu du souci. Je me suis retrouvé sans rien du jour au lendemain. J'avais des portiers à l'époque, des potes portiers qui venaient à mon club de boxe avec mon entraîneur. Et j'avais un pote à moi avec qui j'avais sympathisé. Je lui ai demandé du boulot. J'ai dit, écoute, je suis dans la merde, j'ai besoin de boulot. T'es boxeur, tu fais de la muscu, tu finis portier. Et là, du coup, je bossais 3-4 jours par semaine, tu vois, bien, machin. Donc, j'avais plus que ça à foutre. Je faisais boxe et musculation, mais par contre, je suis passé à la musculation vraiment à 100%. C'est-à-dire que là, j'ai eu un truc qui s'est mis en place. Et en plus, mon pote, à l'époque, m'avait aidé. Il me donnait des petits conseils en diète, en entraînement, en machin, etc. C'est parti comme ça, en fait. J'ai commencé donc vraiment la musculation en 2003. C'est-à-dire que là, je mettais en place 4 entraînements par semaine. J'avais quand même mes 2-3 cours de boxe par semaine. Parce qu'en fait, j'allais à la muscu le midi, j'allais à la boxe le soir. Après, j'allais bosser. Je rentrais à 7h, tu sais, quand j'étais en boîte. Je dormais jusqu'à 10h, 11h. Hop, je me réveillais, j'allais à la salle, je repionçais un peu l'après-midi. Tu vois, le rythme, il va bien, en fait. C'était bien comme ça. Et donc, à partir de 2003-2005, je bossais dans la Sécu. Donc, j'avais l'emploi du temps qui me permettait de... Et en 2003, en fait, je me faisais un peu mes plans diète tout seul. J'allais à l'époque sur le forum Planète Muscle. Sur le forum Planète Muscle, où je regardais les diètes, les machins. Et puis, après, un jour, j'ai sorti la calculette. J'ai vu que c'était 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et puis, c'est parti comme ça. Je me suis démerdé tout seul. Et puis, voilà, je me suis démerdé, j'essayais des trucs. Et à l'époque, sur le forum Planète Muscle, tu avais, je pense, pour moi, les bonnes informations parce que tu avais des compétiteurs qui partageaient leurs plans diététiques, leurs entraînements. Pour les pecs, c'était temps de série. Et puis, si, tu vois, et je jonglais avec ça. Et puis, Flex Magazine, qui donnait des programmes d'entraînement. Donc, je pompais des programmes, j'essayais. Voilà, je me démerdais comme ça, en fait. Et ça n'a pas trop mal marché parce qu'après, j'ai réussi à prendre du poids, de la masse. J'étais même arrivé en 2006 à presque 100 kilos. Mais je me levais muscu, je me couchais muscu. Avant mes entraînements, je regardais les vidéos de Coleman sur YouTube parce qu'à l'époque, tu avais que ça. En 2003-2004, tu n'avais rien. Ah ouais. On est tous passés par là. Ouais, Forum Planète Muscle, tu voulais télécharger une vidéo, fallait 20 minutes, tu pouvais poster que des vidéos de merde, alors que YouTube venait d'arriver. Et puis c'est parti comme ça pour faire des prises de masse, parce qu'en plus à la base je suis quelqu'un de très sec, c'est pas ma nature d'être costaud, on va dire. Donc je m'amusais à calculer les calories, j'étais monté à 7000 calories par jour.
Ah oui, quand même. Ah ouais, je montais à 7000 calories par jour, je tournais au gainer, parce que manger solide, moi là-bas, je ne suis pas un gros mangeur, donc tu sais, je suis vite rassasié quand c'est solide, le liquide passait plus. Ça m'arrivait même, je mettais, parce que du coup, la journée, ou quand je bossais pas, bah, sur une journée, vu que tu viens un peu en décalé, tu te lèves à 8-9 heures, bah, tu as des temps pour les repas beaucoup plus courts. Je mettais le réveil à 3 heures du matin, je m'étais acheté à l'époque un shaker électrique. Donc avant de me coucher, je mettais les doses de gainer dedans. Ouais. À 3 heures, je mettais le réveil. Et je te jure, je ne sais même pas à aujourd'hui, qu'en reparlant, comment j'ai réussi à m'infliger ça, parce que c'est s'infliger quelque chose. Comme quoi, quand on veut quelque chose et qu'on est déterminé, on peut y arriver. C'est juste une question de Exactement. mental. C'est l'optique de ma chaîne. Voilà, c'est la détermination et le mental. Bah, je mettais le réveil à 3 heures, je faisais le gainer au lait, je mettais du lait, je faisais tourner. Je le rinçais même pas, je le refoutais tel quel dans l'évier, puis j'allais me coucher. Le biberon, quoi, de la nuit. Le biberon de la nuit. Et ça a marché. Voilà. C'était de la prise de masse pure et dure. Je me foutais à l'époque abdos, pas abdos. J'avais un objectif en tête. Parce que comment je suis arrivé là-dedans à la muscu, c'est que bah, j'étais moi, gamin, quelqu'un de très complexé parce que j'étais tout maigre. Et en plus, quand j'étais en internat, où j'avais des potes à moi, j'avais des Renois, des machins, c'était des baraques, tout ça. Je me suis dit, les mecs, c'est des costauds. Et puis, quand j'ai commencé la boxe, j'ai compensé, si tu veux, mon mal-être par le biais de la boxe, où j'ai pris de l'assurance, où je me suis dit, bon, j'ai beau être tout queuse, je suis capable de me défendre, etc. C'est parti comme ça. Et puis bah, après, en 2003, quand j'ai eu ce déclic avec mon pote portier qui m'a aidé, qui était stock et qui avait fait des compétitions, je me suis mis un truc en tête où je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je fasse 100 kilos, il faut que j'ai un jour j'ai 3 chiffres sur la balance. Et ça m'a pris au total 4 ans, donc de 2002, 3 ans, de 2003 à 2006 pour arriver à cet objectif. Mais j'avais les bons éléments parce que j'avais des potes qui m'aidaient même à la salle pour m'entraîner, m'aidaient à me dépasser de soi. Mon pote portier qui m'aidait. Un coup, je bossais pas. J'avais l'emploi du temps qui me le permettait. Et j'avais, quel âge? J'avais 23 ans, 24 ans. Donc à cet âge-là, tu es bien plus motivé qu'une personne aujourd'hui comme moi de 40 balais. Je ne me verrais pas refaire ça à 40 ans ou 42 ans aujourd'hui. Ce ne serait pas possible. Voilà un petit peu l'histoire. Et puis après, en 2006, en fait, j'étais bien. Et en fait, en 2006, je voulais déjà faire des compétitions. Voilà. Voilà comment c'est parti. J'avais ce délire de compétition. Comment c'est arrivé? Un jour, à la salle où je m'entraînais à Saint-Thibaud-des-Vignes, il y avait un ancien culto qui était là. Et en fait, le mec venait là par obligation, alors que la politique de cette salle, c'était pas du tout les cultos, tout ça, on n'en voulait pas. Tu vois, c'était un club de remise en forme fitness avec un peu de matériel, mais pas trop, pour pas recevoir juste ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de cultos qui viennent plier des barres. Et un jour, il y avait ce gars-là, et moi, je l'ai reconnu, je serais incapable de te dire qui c'est aujourd'hui, je ne me rappelle pas. Je l'avais reconnu, il avait fait une couverture de Fitness Magazine, Fitness Magazine, je crois, à l'époque. Non, Le Monde du Muscle, excuse-moi, Le Monde du Muscle. Ouais. Et puis, j'avais commencé à sympathiser un peu avec lui. Puis un jour, j'arrive, je le vois vénère au vestiaire. Il y a un problème. Il me fait, ouais, tu sais quoi, je suis venu, j'ai plié une barre au développé incliné. On n'avait pas de barre olympique, on avait des barres à la con. Il avait plié la barre. Donc, il avait moins 160 kilos à l'olympique, au développé incliné, tu vois, à l'aise. Le patron, c'était un pote, je le connaissais, il l'a mal pris, il a voulu le virer, etc. Et je lui dis, il y a un problème. Puis moi, j'étais content de voir un culto, un vrai culto. Parce qu'en fait, bon, voilà, j'étais le plus costaud de la salle, si tu veux, mais quand j'ai vu ce mec-là arriver, j'ai fait, putain, le mec, putain, 100 kilos, des veines, des tubes comme ça. Je fais, carré. Je fais, putain, j'étais content. Je devais être le seul de la salle à être content d'avoir un mec comme ça à proximité parce que je connaissais personne dans ce milieu-là. À part mon pote portier, mais j'allais pas non plus lui prendre la tête tous les 4 matins. Tu te sentais moins seul, quoi. Hein, ouais, je me sentais moins seul. Voilà, c'est ça. Et en fait, il venait de se faire virer de la salle et puis il me regarde comme ça. Il me fait, ouais, tu sais quoi, ici, il n'aime pas les cultos, machin, etc. Et puis il me regarde comme ça. Il me dit, regarde, toi, t'es bien parti, comment tu vas faire? Je dis, putain, pour qu'un mec me dise ça, parce que tu sais, t'es tout seul. Je ne m'exposais pas du tout sur les réseaux à l'époque, à part sur Planète, sur le forum Planète Muscle, où déjà à l'époque, tu te faisais critiquer dès que tu mettais une photo, tu connais la musique. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis dit, merde, pour qu'un mec me dise ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois. Puis j'ai là dit, peut-être que. Et puis là, j'ai commencé à regarder un peu plus les compétitions, plus fouiller sur Planète Muscle, et puis c'est parti comme ça. Donc, je faisais mes phases de prise de masse, de maintien, machin, bidule, pareil, avec 2-3 potes qui m'aidaient. Et puis en 2007, en fait, où là, j'avais décidé de faire des compétitions, je suis parti en déplacement pendant 2 ans. Donc là, j'ai commencé à délaisser la musculation. Je n'avais pas le choix à cause du boulot, parce que c'était un travail très contraignant. J'étais loin de Paris, voilà.
Et puis 2 ans après, quand mon déplacement s'est fini, donc j'avais perdu 15 kilos, je m'entraînais quasiment plus, hygiène de vie. En fait, j'ai fait la connerie, ça va servir aux gens qui écoutent. J'ai fait la connerie de me dire que vu que je m'entraîne moins, parce que je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Ça pouvait m'arriver, je partais à 18h, il me fallait 3 heures de bagnole, j'arrivais à 21h à la salle, même si j'arrivais à 21h15, je m'entraînais au moins 30-40 minutes à la fermeture, jusqu'à la fermeture, limite, ils me mettaient dehors. Le lendemain, à 5h, j'étais debout et je repartais, c'était des journées où je gérais des gens. Mais vu que je me suis dit de 5-6 entraînements par semaine, avant ça, je m'entraînais comme un cinglé, passer à 2 ou 3, pour moi, je me suis dit, ça ne sert pas. Donc, j'ai arrêté les compléments, je bouffais normalement, j'ai complètement relâché la diététique et ça a été une erreur. Ça a été une erreur. J'ai fait l'erreur de me dire, vu que je m'entraîne moins, ça ne sert à rien que je fasse la bouffe. Et le confinement a prouvé le contraire. Et je l'ai prouvé l'année dernière, quand j'étais encore présent sur Facebook, où on n'a pas pu s'entraîner dans les salles pendant 2-3 mois. Par contre, je n'ai pas lâché le steak au niveau de la diète, etc. Je continue à m'entraîner tous les jours avec les moyens du bord. Et je réussissais à garder un physique plus que correct. La preuve a été là. Mais je l'ai fait l'année dernière parce que j'avais fait l'erreur il y a plus de 15 ans. Tu vois. Donc, c'est important de le dire. Il vaut mieux faire un peu que rien, quoi, au final, parce que si tu... Complètement. Faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas se dire encore plus maintenant, ça tombe bien d'en parler avec le confinement et la fermeture des salles. Bon, vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir de matériel et que vous êtes obligé de vous entraîner avec des packs d'eau, même moi, je ne sais pas si je le ferais. À la rigueur, je préférerais aller chez un ferrailleur et récupérer des jambes de bagnole ou des trucs et me démerder, tu vois. Non, mais le délire, il serait là aujourd'hui. Voilà. Je ne me verrais pas m'entraîner avec des packs d'eau. Là, par contre, je pense que je serais le premier à me dire que ça ne sert à rien. Mais effectivement, en ce moment, il faut quand même trouver des moyens. Alors, la chance que vous avez tous, pour ceux qui écoutent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir énormément d'informations, énormément de gens qui partagent, comme Chris ou comme d'autres personnes qui donnent de l'accès gratuit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que vous avez aussi n'importe quoi, malheureusement, et qu'il y a aussi certaines choses qui peuvent ne pas être adaptées aux personnes qui sont demandeuses d'informations gratuitement. C'est ça le problème. Alors, quand on a du recul, comme Chris, qui est pas un gamin, moi je ne suis pas un gamin non plus, on a déjà des années de pratique de sport, on sait faire à notre popote, mais quand vous avez l'autre problème que vous avez, moi j'aime bien parler des débutants surtout et des niveaux intermédiaires. Le niveau intermédiaire, c'est pour moi quelqu'un qui pratique la musculation depuis 3 ans, 4 ans. Voilà, vous avez malheureusement aussi beaucoup trop d'informations sur Internet et vous vous perdez. Voilà, parce qu'il y a tout et son contraire. Et ça, c'est le problème. Mais aujourd'hui, non. Voilà, si vous avez un peu de matériel, du TRX, des élastiques, faut continuer à vous entraîner, il faut continuer à maintenir vos diététiques. Il ne faut pas aborder vos séances en vous disant que ce que je fais est inutile vu que je n'ai pas la salle. Faut pas l'aborder comme ça, sinon vous vous tirez une balle dans le pied, vous partez perdant dès le départ. Voilà. Tu sais que moi, je me suis jamais entraîné aussi dur que depuis qu'il y a le confinement. Tu as tellement peur de perdre tes acquis que tu vas encore plus, quoi, tu vois. L'année dernière, j'ai eu le même problème. Voilà. Et j'ai pris des pecs en confinement. Alors je dis, putain, je vais tout perdre. Non, au contraire, je me suis tellement acharné à dire surtout rien perdre que je défonce, quoi. J'ai eu exactement le même délire l'année dernière où je me disais à chaque entraînement, il faut que je me mette ma race. Et je ne pensais même pas au fait de muscler, je voulais m'entraîner, buter en 1 heure. C'est ça, coûte que coûte, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la discipline, et un message justement pour ceux qui nous écoutent, qui n'oseraient pas. Je reçois beaucoup de messages de gens un peu, comme on a tous pu l'être avant de s'entraîner, c'est-à-dire quand on se met à la musculation, c'est qu'à la base, il y a une frustration, il y a un mal-être. Un mal-être. On était soit trop maigre, soit en surpoids, soit trop gros, soit on se réveille, on se dit je veux me sentir bien dans ma peau. Voilà, donc on peut tous y arriver. Voilà. Donc tu as fait de la compétition pendant 3 ans, c'est ça? 3 années? De 2011 à 2015. D'accord. Après, suite à mon déplacement, j'ai arrêté mon déplacement en 2009 parce que mon truc était terminé. Je me suis remis à la musculation, reprise de masse pour reprendre du poids, machin, bidule, etc. Et puis en 2011, là, je me suis dit, 1er janvier 2011, j'ai dit maintenant, je veux faire des compétitions.
Et j'ai contacté un pote à l'époque de ma salle qui avait un collègue à lui qui était à la police municipale et qui était compétiteur, que je voyais sur Forum Planète Muscle. J'ai vu qu'ils étaient potes. J'ai pris la tête à mon pote. J'ai dit, écoute, j'ai envie de faire des compètes. Est-ce qu'il peut s'occuper de moi, machin, m'aider, bidule? Et c'est parti comme ça. Et donc, on m'a aidé. J'ai eu un pote qui m'a aidé à faire ma première compétition. J'ai donc fait ce qu'on appelle le Jimenco à Saint-Étienne en octobre 2011. Voilà, novembre 2011. Où je terminais bon avant-dernier parce que je tirais. Alors, pour ceux qui connaissent, on va dire que vous avez 3 catégories essentielles. En fait, le Jimenco, alors c'est pas l'IFBB, c'est ce qu'on appelle des grands prix. Les grands prix, ce sont des compétitions ouvertes à tout public qui ne sont pas rattachées à une fédération. Par exemple, Chris et moi, on peut créer une compétition qu'on va appeler la compétition Wolverine. Voilà. Il faut qu'on trouve une salle, machin, il faut qu'on mette des trucs en place, et puis voilà, ça se passe comme ça. Et puis, c'est une association sportive, comme n'importe quelle association sportive, à but non lucratif. Et donc, le Jimenco, c'était réalisé, c'était comment dire, une compétition organisée par Fabien Gilles, qui a été un bodybuilder de haut niveau à une période, il y a plus de 20 ans, je crois. Et c'est un très beau Grand Prix. Et on va dire qu'il y a les 3 catégories principales. Vous avez ce qu'on appelle les men's physiques, ceux qui sont en Bermuda. Vous avez les body classiques. Donc, c'est la catégorie dans laquelle j'étais. Le men's classique ou body classique. Vous avez un rapport poids-taille à ne pas dépasser. Et après, le bodybuilding. Et le bodybuilding, ça marche juste par poids. Moins de 70, moins de 75, 80, 90. Alors, quand vous faites 90 kg en compétition sec et que vous mesurez 1m80 et qu'il y a un mec qui fait 90 kg sec et qui mesure 1m70, il paraît beaucoup plus massif. Et en bodybuilding, c'est ce qu'on cherche. C'est ce côté vraiment massif, le plus gros, le plus sec possible. Et l'IFBB avait décidé de créer, c'était les premiers à créer cette catégorie-là, si je ne dis pas de bêtises, donc le body classique, où par exemple on est par taille, mais en fonction de la taille, on a le droit à plus tant de kilos. Donc par exemple, moi je faisais 1m83, je fais 1m83, j'avais le droit à plus 8 kilos. Donc je n'avais pas le droit le jour de la pesée de dépasser 91 kilos. D'accord. Voilà comment ça marche. Un mec qui fait 1m80 ne devait pas dépasser 88 kilos. Okay. Et donc, le but du jeu en body classique, c'était toujours d'aller chercher le plus possible la limite de poids. Et là, je devais aller en body classique, première compétition, première sèche, très difficile à accepter pour l'organisme. Ensuite, recharge très mal gérée. Je suis arrivé, j'ai pris 8 kilos en 3 jours, ça a merdé complet. J'ai tiré en bodybuilding, où j'ai fini bon avant-dernier. Voilà, 1 an de préparation pour ça. Très difficile, remise en question, et puis après, j'ai rectifié le tir derrière. Donc ensuite de ça, après le Jimenco en 2011, j'ai fait ce qu'on appelle la Body Gear Cup à Paris pendant le salon du fitness, 2012. Je crois que c'était en mars 2012, où là je fais 2e. La Body Gear, c'était organisé par Gérald Maestroni, qui avait les clubs Body Gear, les magasins diététiques Body Gear, et une salle qui existe toujours, qui est toujours une très belle salle à Daumont dans le 95. D'accord. Ça a été une des premières salles en région parisienne, tu sais, équipée à l'américaine, Hammer Strange, ambiance américaine, des haltères jusqu'à 60 kilos, voilà. Et est-ce que Gérald était vraiment un passionné de bodybuilding? Tous les ans au salon du fitness, il faisait son stand. Et pendant le salon du fitness, il avait organisé une compétition. Le samedi, on faisait les sélections et le dimanche, la finale. Voilà. Donc là, je faisais 2e là-bas. Et 1 mois après, il y avait les championnats de France, donc IFBB à Langogne. Je crois que c'était à 4 heures de Paname. Où là, c'était juste les demi-finales la veille et puis la finale le lendemain. Voilà. D'accord. À l'époque, il y a eu plein de trucs. Il y a 30 ans ou 20 ans, c'était quart de finale par région, après demi-finale par région. Puis ça faisait trop éclater. Après, l'IFBB regroupait tout au même truc, le même week-end. Puis là, ils sont revenus, je crois, sur des demi-finales régionales, vu qu'ils se sont étendus un peu. Donc après, voilà, je faisais 3e au championnat de France IFBB en body classique, ce qui était une très belle performance pour moi, parce que c'était mes premiers championnats de France. J'étais aidé à l'époque, toujours par un pote ou deux qui m'aidait, qui étaient des compétiteurs, notamment à cette époque-là. Après, c'était Gérald Lopez, qui était un très bon ami, qui m'aidait énormément. Gérald qui a, lui, les titres, etc.
Donc, j'étais très content. Ouais. J'étais très content de moi parce que, ouais, il y a de quoi. En fait, ce qui a été marrant, c'est surtout à la Body Gear Cup. Euh, je t'enverrai si tu l'as pas cette photo. J'en avais souvent parlé sur Facebook. Je mets une photo de moi où je suis comme ça. Cette année, là, j'étais descendu, je crois, 87 kg 500. Donc, j'étais descendu. Justement, je voulais pas reproduire l'erreur du Jimenko où là, j'ai fait une décharge. J'avais même pas rechargé avant la compétition parce que j'avais peur de prendre 500 grammes de flotte et d'être voilé. Ouais, j'ai vraiment tiré très, très fort. Et en fait, du coup, j'avais fait un extrême à un autre. C'est-à-dire que quand j'avais fait le Jimenko en novembre, où 95 kilos, on voyait même plus une veine, une bonbonne de flotte, et ben, à la Body Gear, j'étais arrivé à 87 kilos, sec, bien propre pour ma deuxième compétition. Et je me rappellerai toujours cette photo, c'était un pote qui l'avait pris. Et là, je me suis dit, là, je ressemble à un culturiste. Et en fait, pour la petite anecdote, un an avant, c'est la première fois que j'allais au salon du body en 2011. Ouais. J'y suis allé en mars 2011. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Mais j'y suis allé parce que je savais qu'il y avait des compétiteurs et je voulais voir ce que c'était un compétiteur de mes yeux. Et j'avais pris une photo, mais je ne l'ai plus, un mec qui s'appelait Adrian Caraco, qui était un body classique qui tirait en moins d'1m75. Il devait peser 74 kilos, tu vois, ou 77 kilos. Ouais. Mais putain, mais sec, beau, tu vois. Et j'ai dit, ça pour moi, c'est un culturiste. Marcus Ruhl, que j'avais vu, qui était comme ça, qui bougeait pas, ça me faisait pas triper. C'était pas mon délire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, on a tous nos modèles. Hein. Voilà, on a tous nos modèles, même si je respecte, hein, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Mais quand j'avais vu, voici Adrian Caraco, il s'appelle, il a été champion d'Europe, etc. Putain, le mec, en plus, il était juste avant une compétition, genre à 2 semaines du compétition, il était étripé, taillé, vraiment beau, et j'avais ça comme repère. Et donc, et au moins, tu sais, parce que tu vois en magazine, mais voir en vrai, c'est différent. Et j'avais vu réellement ce qu'était un culturiste en slibard. C'était parti comme ça. Et puis du coup, pour la Body Gear, même si je faisais 3e au championnat de France, pour moi, les dates, les 2 compétitions les plus importantes, ça a été la Body Gear Cup, parce que ma première compétition, je me faisais éclater. La deuxième, je faisais 2e, mais j'arrivais au physique que je m'étais fixé en tête. D'accord. Voilà. Où là, je m'étais dit, là, je ressemble à un culturiste. Je suis pas, mais je ressemble à un culturiste. Et puis après, en 2015, ça a été la Coupe de France à Haine. Donc après, voilà, mars 2012, la Body Gear Cup. Un mois après, les championnats de France. 2 semaines après, il a une compétition qui s'appelle le Reaper Body Show à La Ciotat, où je me fais éclater. Sur 20, je finis 12e, je crois. Recharge mal gérée, pareil, voilé, encore de la merde, mais par contre très fatigué. Ouais. Parce qu'en réalité, il faut comprendre une chose. Donc ça veut dire que je crois que j'avais fait le Reaper Body Show en mai. Ouais, c'était en mai 2012. Donc, j'avais déjà l'objectif de compétition et je me préparais à la compétition depuis le 1er janvier 2011. Donc, ça faisait plus d'1 an et demi que j'étais genre en prise de masse, en maintien, en sèche, en bidule, en bordel, bref, toutes les phases que tu veux. Donc, je commençais à fatiguer un peu. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Alors, justement, d'où ma question. Combien de temps tu peux tenir un état comme ça? C'est-à-dire, quand tu arrives pré-compète, strié, sec, machin, combien de temps tu tiens psychologiquement et physiquement? Parce que j'imagine que les restrictions alimentaires, elles sont drastiques, quoi. Sans parler du régime, je vais te parler des championnats de France 2015. Ouais. Donc, après 2012, donc fin des compétitions. Je devais faire une autre compète en octobre, mais je n'ai pas voulu la faire parce que je devais partir justement sur Bordeaux, etc. Ça devenait compliqué. Je suis arrivé à Bordeaux en janvier 2013. J'ai ouvert mon magasin en avril 2013. À partir de avril-mai 2013, je m'étais remis la compétition en tête parce que j'avais le magasin. En gros, tu sers de vitrine. Ouais. À savoir que depuis 2012, j'étais toujours en maintien, en prise de masse, etc. Quand j'ai commencé à aborder les championnats de France en 2015, donc au total, donc ça a commencé, je vais te dire comme ça, 2 ans avant. C'est-à-dire que 2 ans avant, j'étais déjà en prise de masse le plus propre possible. Je ne mangeais pas de merde, je ne cheatais pas, je mangeais que du riz blanc. Vraiment, j'étais en diète contrôlée, mais à 90%. Donc ça a marché pendant 1 an et demi. Et après, j'ai fait 6 mois de sèche. Ah ouais. Voilà. Au total, ça a été 2 ans de préparation.
Parce qu'aujourd'hui, les gens retiennent que la partie sèche, complète. Il faut voir ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire le hors-saison, la prise de masse en restant le plus propre possible, où j'étais monté à plus de 105 kilos propre avec des abdos, enfin bref, où tu manges que du riz toute la journée, t'évites justement les gainers et les machins, t'en prends pas, tu manges que du riz, enfin bon, tu deviens complètement frappadingue. Et si tu devais rester sec, etc., je rapporterais plus ça à est-ce que tu travailles, quel genre de travail tu as, quel genre de vie de famille tu as, etc. Je pense à aujourd'hui que quelqu'un qui a un boulot très paisible, pas physique, par exemple un mec qui vit des réseaux sociaux, il y en a, je pense que tu peux rester en diète sec toute l'année. D'accord. C'est-à-dire prêt à faire une compète, quoi. Non. Non. Je dirais être prêt en 2 mois pour faire une compète, au pire 1 mois. C'est-à-dire que genre le 1 mois, le mec il a plus qu'à serrer la vis, il est prêt en 1 mois. J'en ai connu un comme ça, c'était mon ancien coach David Gasser, avec qui on a fait le Gimenco et la Coupe de France en 2015. David, il était en diète pendant 3-4 ans et en 3 semaines, il était prêt pour une compétition. Oui, d'accord. Bon, il y en a. Après, il y en a aussi, mais David, c'était le genre de mec, les restaurants, il n'aime pas. Voilà, à la rigueur, il préférait être en diète toute l'année que d'aller au restaurant et payer 80 balles, un truc épais comme ça, de poisson et des haricots verts servis en champignons. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Mais il n'y a pas vraiment de vie sociale. Le mec fait pas de soirée. Tu vois, c'est toujours pareil. Ça dépend du contexte que tu as. Il faut savoir une chose, c'est quand on est en régime, vraiment, on arrive à la fin pour une compétition, on est très fatigué, on récupère pas, on est exécrable. Oui, ça joue vachement sur le psyché, quoi. Voilà. Faut tenir. Faut tenir, on est en privation totale, on est en frustration, vous passez à côté d'une boulangerie, vous sentez des pains au chocolat, ça vous met une claque. Vous êtes au supermarché, moi vécu, hein, vous êtes au supermarché, vous avez vos kilos de haricots verts et vos kilos de poisson et de poulet, à côté vous avez des gens qui commencent à sortir les Kinder Surprise et les machins. Toi tu es là comme ça, tu es limite en hypoglycémie parce que tu te dis putain dans 20 minutes si je bouffe pas je vais tomber dans les pommes. Et t'as l'autre qui est en train de sortir les Kinder, qui met une plombe à vider son caddie, tu deviens fou. Bon. Alors, imagine si en plus tu es au boulot, tu as un problème, tu as ton patron qui t'appelle et qui te dit qu'est-ce que tu fous patron, je suis au supermarché, là, je suis en train d'acheter un bouffe pour ma compétition. Tu vois ce genre de truc, c'est pas gérable. Donc je dirais que ça dépend déjà parce qu'après tu en as qui adorent être sec toute l'année, très peu en réalité. Autre chose, il ne faut pas non plus vous fier aux réseaux sociaux où on voit maintenant c'est comme ça, il y a très très peu d'athlètes de haut niveau qui se montrent hors saison. Oui, parce que là, être sec, c'est bien, mais être sec et massif en même temps, voilà, il y a un compromis à faire, quoi. Il y a un compromis à faire, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui est hyper sec, qui pèse 70 kilos, il n'a pas les mêmes contraintes qu'un mec qui est hyper sec, qui pèse 90 kilos, il faut être clair et net. Mais c'est clair. Ouais. Parce que plus il y a de la masse, plus il y a du machin, plus il faut de la bouffe avec, et puis plus c'est compliqué, il faut être clair et net. Voilà. Donc après, non, aujourd'hui, je pense quelqu'un qui accepte la compétition. Je vais parler dans mon cas, par exemple, pour les championnats de France, pour la Coupe de France, ça a été 6 mois de régime. 6 mois de régime pour descendre vraiment au plus bas. Tu trouveras la photo si tu l'as, c'est en noir et blanc, là, celle que j'ai beaucoup en noir et blanc, tu sais, où on me voit très, très creusé. J'aurais pas tenu 8 mois ou 10 mois comme ça, c'est pas possible. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que je veux savoir, c'est combien de temps tu tiens avec une diète pareille, quoi. La dernière semaine, bon, je ne vais pas vous raconter les détails, mais en gros, j'étais tellement bas en calories, j'allais m'entraîner. Je faisais des hypoglycémies à répétition. En gros, je marchais, je voyais la rue qui se rallongeait, j'y arrivais plus, quoi. Je m'entraînais un jour, en fait, c'était 3 jours avant la compétition. Mon coach m'avait tellement descendu bas pour faire une grosse décharge pour que j'arrive le plus sec possible. À la base, quand je partais du magasin, j'allais m'entraîner. À la salle, je mettais 10 minutes à pied. Le jour-là, j'ai mis 30 minutes. Ah oui, quand même. Ah ouais, je te jure, non, c'est pas des conneries. Je te jure, à la tête de mon fils, j'ai mis 30 minutes. Et là, je me suis dit, je vais peut-être, allez, juste par curiosité, je vais calculer mes calories. J'ai sorti, c'est pas compliqué. Hein, je mangeais tant de poissons 5 fois par jour, dès le matin à 6 heures. Poisson, ça fait tant de protéines, tant de calories.
Je lui ai envoyé le message, je lui ai fait, tu sais ce que c'est? Je lui ai envoyé comme ça 1250 calories. Je lui ai envoyé le SMS, je fais 1250, tu sais ce que c'est, espèce d'enfoiré? Il me dit, je sais pas, c'est ton QI. Je dis non, c'est mon nombre de. Ouais, ouais. Il me dit non. Je lui dis non, c'est mon total journalier en calories, espèce de sale connard. Il me dit, ah, bah c'est con. Et je faisais des hypoglycémies toutes les heures et demie. Je peux dire que là, tu commences à vraiment comprendre ta douleur. Et tu vois, arrivé à ce stade-là, je tenais plus. Là, j'étais au bout, j'aurais pas tenu une semaine de plus. Ouais, donc compétition en même temps pour la santé, c'est pas hyper top, quoi. À cette période-là, pas du tout. Tu es en carence totale, il faut être clair, tu es en carence totale, tu es en état de fatigue, tu récupères pas. Quand on parle de soucis de santé, sans parler du dopage, parce qu'il n'y a pas que le dopage qui ressort, on en parlera après si tu veux, des compétitions. Quand on est en régime strict comme ça, mais c'est toujours pareil, c'est des régimes, il ne faut pas comparer les sèches où je veux être propre et faire le beau sur Instagram en me disant j'ai un six-pack. On ne parle pas du même niveau de sèche. Quand on parle d'un niveau de sèche, c'est qu'on a la gueule creusée, les cuisses striées, les veines de la tête aux pieds, les veines sur le ventre. Voilà, ça, c'est de la sèche de compétition pure et dure. C'est un autre niveau. Sans dire pour autant que le reste, c'est de la merde. C'est pas ça. Mais quand on est à ce niveau-là, il faut être clair. Je vous le dis, hein, vous n'avez pas envie de baiser. Hein. Celui qui bande, arrivé à une semaine de la compétition, c'est qu'il n'est pas prêt à faire une compète. Bienvenue sur ma chaîne. Hein? Je dis bienvenue sur ma chaîne. Ouais, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, le premier, je dis, voilà, son nombre de bois. 2 semaines avant une compétition pour les championnats de France, j'avais pas envie de. J'avais une femme magnifique, j'avais pas envie. Ton taux de testo doit être vachement bas, non? À ce moment-là. T'es au plus bas, t'as tout qui est au plus bas. Ouais, d'accord. Alors justement, tu parles de dopage. Est-ce que pour faire de la compète, le dopage est obligatoire? Je pense qu'à un certain niveau, oui. D'accord. Je pense. Après, on peut toujours avoir le bénéfice du doute parce qu'il y a effectivement des prédispositions génétiques. Il y a des prédispositions génétiques. Il y a des passifs aussi sportifs. Le problème, c'est que si je te dis oui, aujourd'hui, c'est une certitude, je salis cette discipline. Ou d'autres sports. Oui, il n'y a pas de compétition. Ok, Lance Armstrong, il a pris du dopage, il s'est dopé. Bon, ok, mais Lance Armstrong n'était pas le seul. Et comme on dit, on a pour coutume de dire et de se décharger de cette chose, c'est de dire qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Donc, si tu es un bourricot, tu auras beau envoyer ce qu'il faut. J'en ai connu, ils ont envoyé ce qu'il faut et ils ne sont pas devenus champions de quelque chose. Bah, c'est ça. Si tu prends du dopage mais que tu ne t'entraînes pas, tu n'arriveras à rien. Parce que même Armstrong, naturel, il met une claque à tout le monde. Complètement, avec d'autres athlètes. Mais les autres aussi à côté étaient autant dopés. Donc là, on rentre dans des débats sans fin dans d'autres sports. Mais après, il y a la critique facile de dire « Ouais, mais lui, il se dope, c'est facile, je pourrais le faire. » Non. Voilà. Ouais. Après, malheureusement, le dopage, ça a toujours fait des parties des sports arrivés à un certain niveau. Le culturisme, on n'assimile pas, moi, j'assimile pas ça à un sport, mais plus à une discipline. J'ai toujours démarqué le truc comme ça. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent, alors que j'ai été pratiquant, la musculation, pour moi, c'est un sport. C'est pas un sport, la musculation. La boxe est un sport, le foot est un sport, l'athlétisme est un sport, où il y a un sport de performance, de chronomètre, de but, machin, etc. Comme j'ai dit, moi, le culturisme, j'assimile ça à une discipline comme le patinage artistique, où tu as un jugement subjectif sur une ligne. Par exemple, au patin, le mec, il n'a pas mis son bras comme ça, il est déclassé. Et ben, en culturisme, tu n'as pas resserré assez les abdos, c'est pareil. En plus de ça, vient donc là, par contre, le critère de jugement visuel et physique. Est-ce qu'il est assez sec là? Est-ce qu'il a assez de cuisses par rapport au haut, etc. Et donc, voilà, je pense qu'à aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, on le voit à travers les réseaux sociaux, le niveau, il a fortement monté là depuis 4-5 ans avec les internationaux, etc. Oui, il y a du dopage, mais alors le dopage, après, en grosse quantité, en petite quantité, tout ça, ça ne veut rien dire, parce que tu peux avoir des mecs qui prennent des quantités monstrueuses et puis pas sortir un physique parce qu'ils n'ont pas les prédispositions mentales. Parce qu'après, il faut supporter la sèche, il faut supporter il faut supporter de se faire mal à l'entraînement, il faut supporter plein de choses. Et puis à l'inverse, tu vas avoir un mec qui prend quasiment rien et qui, lui, a une génétique ou des prédispositions, des fibres, on appelle ça, comme pour la boxe. La boxe, ton as qui était prédisposé à faire du combat,
Et t'en avais qui étaient mauvais à l'entraînement, mais c'était des bêtes de guerre dans un ring. T'en avais qui étaient des foudres de guerre à l'entraînement, mais une fois dans le ring, il n'y avait plus rien. Donc c'est des prédispositions, c'est une fibre, on appelle ça. Donc tu peux avoir aussi des gens qui prennent quasiment rien et qui arrivent à sortir un physique exceptionnel. Après, je pense, je vais le dire comme ça en toute franchise, je pense qu'arriver à un certain poids, un certain physique massif, la chimie, elle est obligatoire. Voilà. Mais je ne veux pas dire ça pour incriminer les personnes qui le font ou pour les pointer du doigt et dire lui non. Pourquoi ? Je vous le dis comme ça, je ne suis pas Blanche-Neige. Voilà, j'ai des gens qui me connaissent. J'avais déjà fait une vidéo sur le dopage, etc. Il y a des années, qui était sur la page, mais qui n'en fait plus partie. J'ai supprimé cette page. Voilà, je ne suis pas Blanche-Neige, mais je ne suis pas là non plus. Je ne veux pas dire que oui, il faut se doper pour faire de la compétition et salir les gens qui le font, parce que ce n'est pas le but. Il faut comprendre que le culturisme ou la compétition est une démarche personnelle. C'est quelque chose où on est solitaire, on est seul avec soi-même. On peut être encadré, il y en a qui n'ont pas besoin de coach. Moi, j'ai connu des mecs qui étaient autodidactes à 100%, on va savoir, parce que tu en as qui adorent s'informer, qui achètent des livres, etc. Donc, c'est une discipline qui reste quand même très difficile, qui, arrivé à un moment donné, nous exclut un petit peu socialement, parce qu'à cause des régimes, on est très fatigué, on devient irritable. Moi, j'étais en couple, moindre truc, tu pètes un boulard. Tu es en belle famille un dimanche midi, tu es avec tes putains de haricots et ton poisson sans huile, c'est en train de bouffer une tarte aux pommes. On te dit, tu en veux ? Tu deviens fou. Tu as envie de prendre la belle-mère, de taper sur le comptoir, tu vois. Imagine avec ça, en plus, un mec qui est surchargé en testostérone, il finit à FR3 régional. Il a buté toute la famille pour une part de tarte aux pommes. Faites entrer l'accusé, ouais. Voilà, faites entrer l'accusé. Donc, le dopage, voilà. Après, c'est vrai que ça reste un sujet assez tabou en France. Parce qu'il faut savoir que c'est interdit, déjà, pour commencer. Il n'y a pas qu'en France. Sûr, ouais. Voilà, totalement c'est pas légalisé, c'est interdit partout. C'est toléré dans certains pays. C'est toléré, c'est différent, parce que ça dépend de la culture sportive qu'il y a eu, machin, etc. C'est toléré. Mais après, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça s'est banalisé, parce que les gens peuvent acheter ça comme si c'était des bonbons Haribo sur Internet, et puis qu'il y a tout un business qui s'est mis en place, et que je pense que les réseaux sociaux ont fait du bien et à la fois du mal au culturisme. Du bien dans le sens où, grâce à Instagram, Facebook, ça a permis d'exposer un peu ou de la musculation tout court, de l'exposer au grand public français. Même des gens comme Thibaut Inchep, qui a fait des vidéos, qui a fait énormément connaître la musculation en tournant le truc à la rigolade. Oui, bien sûr, ouais. N'importe qui, même mon père de 75 ans, je suis sûr qu'il a vu passer Thibaut InShape à un moment donné dans Facebook. C'est ce que je veux dire. Donc, ça a permis d'ouvrir un peu ça. Et du coup, ça a permis de mettre un peu en avant, de montrer comment on vivait, comment on s'entraînait, comment on mangeait, comment on pouvait être avant une compétition. Ouais, parce que même tous ceux qui vont décrire la musculation, ils veulent quand même toujours savoir un peu, parce que tout le monde rêve plus ou moins d'avoir un corps bien, quoi, tu vois. Aujourd'hui, oui, on vit dans une société où on est matraqué de ça, où si t'es pas avec une barbe ou avec des abdos, des machins, tu as des stéréotypes qui se mettent en place. Ça fait rêver forcément beaucoup de gens, donc les gens veulent savoir. Mais après, les gens critiquent aussi ça. Bon, après, c'est toujours pareil. Tu peux être critiqué maintenant pour tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Maintenant, voilà, il ne faut plus tenir compte de ça. Mais pour ça, c'est sûr que les réseaux sociaux ont permis de me mettre avant. Moi, j'ai bien apprécié les réseaux, parce que d'où j'ai commencé, où tu avais juste Planète Muscle, où tu n'avais aucune information, on se retrouvait avec Facebook et Instagram, où tu pouvais voir comment bouffer un Américain, comment machin, comment bidule. Maintenant, c'est presque l'info qui vient à toi, c'est même plus toi qui vas la chercher au final. Parce que nous, on allait chercher dans les bouquins. Et maintenant, tu as de la pub de partout. Tu as tout, voilà. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, les gens sont perdus, parce que lui a dit ça, mais lui a dit ça. Ouais, mais alors lui dit série courte, ouais, mais lui dit série longue. Putain, testez déjà, les gars, avant de. C'est ça, faut tester, parce que moi, c'est ce que je prenais par le biais de ma page Facebook quand je faisais mes vidéos.
c'est que je montrais ce que je faisais. Et ce qui marchait pour moi ne marchait pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et dans ce que je disais ou montrais, il y avait du bon et du mauvais à prendre. Et pour ça, fallait piquer un peu de ce que je disais, tester ça. Ok, ça marche pas, ça marche pas. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent quelque chose qui marche tout de suite maintenant. Ou même pour la veille, alors qu'il n'a pas commencé. C'est ça la réalité. Ouais, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Donc, ils cherchent toujours l'information au plus rapide et le machin pour tester. Mais attendez, j'explique. Ça prend des mois. C'est ce qu'on dit à chaque fois, même les discours de Luis Alberto, Pito Sanchez. On passe notre temps à dire la muscu, c'est long. Très long. C'est des sacrifices, des entraînements, c'est de la diète, c'est du repos. Voilà. C'est pas un claquement de doigts. Hein. Un mur, ça ne se construit pas en un jour. Tous les jours, on pose une brique. Et la muscu, c'est pareil. Tous les jours, vous posez une brique. Et ça, c'est mon premier conseil que mon pote qui était portier m'a donné quand j'ai commencé. Il m'a dit, tu vas voir la muscu, tu as des hauts et des bas. Tu as des hauts, c'est bien. Tu as des bas, faut faire avec. Et tu vas voir. La muscu, c'est comme un mur. Tous les jours, tu poses une brique. C'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner. Et vu que j'étais quelqu'un de patient à cette époque-là, voilà comment ça s'est passé. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient et il ne faut pas croire, faut pas croire que le dopage est le moyen le plus rapide, parce que le dopage, on parle du dopage en compétition, ok, mais il y a aussi malheureusement le dopage pour les gens qui ne font pas de compétition. Il faut être clair et net. Oui, bien sûr. Oui, en ça, il y a de plus en plus de jeunes maintenant veulent savoir ce qu'il faut prendre avant même d'avoir atteint quelque chose de potable naturel. Complètement. Aujourd'hui, vous mettez, il y en a pour la plupart, je vais le dire, parce que je vais dire la plupart, vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous allez regarder sur Internet parce qu'un jour, vous avez croisé un tartampion qui dit moi, je prends ça, regarde comment je suis devenu en 8 semaines, ok, pas de problème. Vous allez sur Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout. Vous tapez le nom d'un anabolisant, vous allez voir les effets secondaires et les effets, on va dire, positifs. Aujourd'hui, il y a plus d'effets secondaires et négatifs que positifs. Pour moi, des effets positifs, avec de la chimie, il n'y en a pas. Je ne suis pas Blanche-Neige. Donc, il n'y en a pas. D'accord ? En plus, on le sait très bien, moi, quand j'étais à l'IFBB, on faisait la chasse à ça, parce que les coachs, ça se mettait à pulluler, tout le monde se disait coach. Il y avait des gens sans scrupules qui n'hésitaient pas à prendre des gamins, leur foutre des doses de cheval pour aller faire une compétition et leur prendre tant d'argent pour une prépa et leur foutre la santé en l'air. Je peux vous dire que des dossiers, moi, j'en avais sur des préparateurs, même connus, où après le gamin, il bandait plus, il avait des problèmes au rein, machin, la totale. Mais quand on voyait les dosages passer, Tex Avery, tu sais, le gars qui... Pareil. Ça faisait exactement pareil. Il hennissait, quoi. Voilà, c'était en plus, mais des trucs de frappadingue. Ça s'est calmé parce qu'il y a eu beaucoup de punchlines, ça a pointé du doigt, les fédérations à l'IFBB, ça fait la chasse aussi à ça. Et puis après, toujours pareil, à un moment donné, arrivaient les screen capture. Nous, on en envoyait. Mon coach, il me fait prendre ci, prendre ça. Même moi, quand j'avais ma page Facebook, je faisais du coaching, tout ça. Les mecs, ils m'envoyaient des messages. Je suis coaché par telle personne. Tu le connais ? Oui, je connais de nom. Regarde ce qu'il m'a dit de prendre. Oh, j'ai dit, tu vas mourir là. Tiens, en déconnant, mais tu vas mourir. Un gamin de 20 ans, 70 kilos, qui voulait devenir comme ça. Et ça s'est complètement banalisé à cause d'Internet et puis d'acheter. En plus, sur Internet, ils vendent des trucs, tu ne sais même pas d'où ça vient, tu sais même pas si c'est un mec qui se l'est mis dans le cul pour le passer à la douane. Enfin bon, c'est des trucs de frappadingue. Désolé, je parle crûment les gens, mais c'est comme ça. Mais non, faut faire très attention. Et malheureusement, aujourd'hui, le débutant, parce que là, je le dis, c'est malheureux, le débutant, il a accès à ça beaucoup trop facilement par le biais d'Internet, par le biais de Tartampion qui peut l'en trouver facilement alors qu'il ne savait même pas où il va acheter ça. Et avant même de vouloir comprendre la diététique et de l'entraînement, ou même d'essayer de faire de la musculation, faites déjà de la musculation pour les débutants. Voilà, ceux qui vont voir ça, qui vont se dire « Putain, ok, je veux faire de la musculation, Chris et Arnaud, ils m'ont motivé, je suis déter. » Déjà, là, c'est-à-dire que je vais m'adresser au gars qui ne fait pas de musculation, qui veut en faire. Déjà, tu fais 3 entraînements par semaine pendant 6 mois. Tu manges propre, tu arrêtes tes conneries de gâteau, de Nutella, de fromage, de pain au beurre, tout ce que tu veux, casse-dalle. Tu manges propre. La diète, c'est pas compliqué à trouver. Vous allez voir, vous regardez sur Internet, vous allez voir comment vous prenez un mec connu, vous allez voir, il met sa bouffe matin, midi et soir. C'est pas compliqué. Les quantités, on s'en bat les couilles.
Faites déjà pendant 6 mois 3 entraînements par semaine. Et là, au bout de 6 mois, déjà, si vous êtes capable de tenir ça, vous dites, OK, maintenant, je passe à 4 entraînements. Et là, vous faites ça pendant 2 ans, 3 ans. Et là, au bout de 3 ans, déjà, vous allez voir s'il y a une évolution ou pas. Sans parler de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Cherchez pas à comprendre. Les plans d'entraînement, maintenant, partout, vous les avez. On sait que le lundi, c'est pec triceps, le mardi, c'est dos biceps, le mercredi, c'est repos. Je mets un petit coup à maman le soir parce que j'ai récupéré entre ma séance. Le jeudi, c'est les cuisses et le vendredi, c'est les épaules avec un rappel. Je vous ai fait gagner 800 balles avec un coaching bidon sur Internet. Le week-end, vous vous reposez, vous n'allez pas faire les coups en boîte, à picoler comme des dingues, à bouffer McDo et hamburger du matin au soir. Vous mangez propre, du riz, de la viande blanche, voilà. Éventuellement, le samedi soir, allez, vous faites votre fameux cheat meal, juste le samedi soir. Faites déjà ça pendant 2-3 ans. Et dans 2-3 ans. Éventuellement, dans 2-3 ans, sans dire qu'il faut le faire. Là, peut-être que vous pourrez vous poser la question de savoir s'il faut que je prenne des anabolisants ou pas. La différence, elle est là. Et le jour où vous dites, sans dire que vous devez le faire, OK, je veux prendre des anabolisants. Eh bien, regardez bien les effets secondaires et les problèmes de santé que ça peut provoquer. Et ne faites pas l'erreur, comme 98% des gens, de vous dire, ça ne m'arrivera pas. Parce que ça vous arrivera. Et qu'aujourd'hui, les gens qui ignorent ces effets indésirables, problème de testostérone au plus bas, surtout quand on n'est plus en cure, problème de stérilité, problème de cancer, problème de ceci, enfin bref, tous les problèmes possibles de la Terre que vous allez pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si moi, il y a un mec qui me dit, tu peux prendre ça, il n'y a pas d'effet secondaire, je vous jure que je vous mets ma main dans la gueule. Il vous ment. C'est faux, il n'y en a pas. Il n'y a aucun. À la base, c'est des médicaments, c'est des traitements, c'est des trucs, c'est tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où vous injectez quelque chose qui est censé guérir quelque chose, vous déréglez autre chose. Et à partir de ce moment-là, seulement là, si vous serez capable d'accepter et de dire « Ok, je peux choper un cancer des couilles », là, vous êtes adulte et vous êtes capable de vous prendre en main et de vous dire « Bon, bah ok, je peux prendre maintenant de la testostérone ». Mais tant que vous n'avez pas cette démarche-là, et pourquoi ? Parce que comme 98% des cas, vous n'avez pas les couilles d'assumer la chimie, après vous vous retrouvez avec des problèmes de santé et vous dites « Ah ben je ne savais pas, c'est machin qui m'a dit de prendre ça, je l'ai écouté ». Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, vous trouvez tout, tous les trucs. Mais après, ça reste une démarche personnelle. Si quelqu'un a envie de prendre de la chimie, tu ne peux pas l'empêcher, on ne peut pas l'empêcher. Moi, aujourd'hui, je vais vous le dire, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, le jour où il me dit « Papa, je veux faire de la musculation », il a 18 balais, je veux faire de la compétition, je veux me charger la gueule à mort, il n'en prendra pas. Je lui interdirai de le prendre. Je lui interdirai de le prendre. Voilà. Je ne voudrais pas qu'il en prenne. Et il ne fera pas de compétition de bodybuilding. Autant pour avoir un problème de physique naturellement sans avoir un physique de compétiteur, quoi. Complètement. Vous avez Thibaut InShape, il a un beau physique. Regarde, toi, tu sors une super shape. T'as pas 20 ans sans dire que t'es vieux. Non, pas trop, non. Voilà. Donc, ça fait 30 ans que j'ai plus 20 ans. Et voilà. Donc, tu arrives à sortir une belle shape. Après, moi, tu sais, je ne suis plus trop, mais il y a, ouais, moi aujourd'hui, en plus, si tu veux, justement, il y a aujourd'hui des physiques qui ont réussi à s'exposer en étant naturels et qui se sont faits tout seuls grâce à Internet et toute la source d'information. Et les gamins, ils ont pioché tout seuls. Et ils se sont faits tout seuls. Ils ont testé ça. Et c'est des physiques aujourd'hui, voilà, les mecs, ils font 75, 80 kilos, secs, propres. Il faut comprendre une chose, c'est que la sèche de compétition, c'est juste pour se préparer à une date bien précise pour 1 heure. Oui, pour un jour J, quoi. Pour un jour J, on n'est pas comme ça toute l'année. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a des compétiteurs de haut niveau, ça tronque parce qu'ils se montent plus hors saison. Donc, ils montent des photos d'eux, mais qui datent d'il y a 2 ans, il y a 1 an, quand ils étaient en pleine prépa, machin. Ouais, et du coup, ils s'affichent que ça parce que c'est plus vendeur. Alors que tu prends il y a 20 ans, l'autre kiff, c'était de voir Ronnie Coleman à 160 kilos. Massif comme pas pouvoir a pu passer dans les portes. Mais ça, c'est terminé parce que ça n'est plus vendeur. Ça n'est plus vendeur. Donc, il ne faut pas vous fier. La compétition, c'est une chose. Comment vous voulez être, c'est-à-dire être bien, vous sentir bien avec des abdominaux secs, etc., c'est autre chose.
c'est pour moi abordable pour 100% des gens, je vais le dire comme ça, que ce soit en surpoids ou pas, parce que je connais des gens qui ont été en Oui, surpoids. plus ou moins facilement en fonction de la morphologie de chacun, mais c'est abordable, bien sûr. C'est abordable sans dopage. Sans dopage. C'est largement abordable. Tout est une question de patience, Voilà. de Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens mentaux d'y arriver, de vous fixer un objectif. Alors, ok, aujourd'hui, tu t'appelles Kevin, tu pèses 60 kilos, tu rêves de devenir Ronnie Coleman. Tu n'es pas dans le bon podcast. Il faut être clair et net. Voilà. Tu t'appelles Kevin, je fais 60 kilos, je suis extrêmement maigre, je suis sec comme j'ai été, je veux prendre 10 kilos avec un peu de muscle. Moi, j'y suis arrivé alors que j'avais aucune prédisposition et sans dopage dans un premier temps. J'ai pris 20 kilos. On dit ouais, 10 kilos, mais c'est énorme, 10 kilos de muscle. C'est énorme. J'ai pris 10 kilos en un an, Chris. C'est énormissime, quoi. 10 kilos en un an et 2 ans après, je faisais 80 kilos, sans chimie, sans rien. Avec la boxe et la muscu. Mais par contre, j'avais compris qu'il fallait que je mange du riz, du machin, et puis de temps en temps, fallait que j'augmente les calories, et je me foutais d'avoir les abdos ou pas. Je m'en tapais le coquillard. Mais le pire, c'est que je les gardais. Mes potes, ils devenaient dingues. Ils disaient, bah, putain, tu bouffes et tout. Et c'était comme ça, c'était ça. La boxe, tu devais faire vachement de cardio aussi, donc tu devais brûler l'excédent. T'as tout compris. Ouais. T'as tout compris. Donc, c'était parti comme ça. Donc, oui, c'est largement abordable pour les gens. Mais c'est vrai que ce qui tronque, ce qui porte en erreur, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est comme j'arrête pas de dire ça, c'est vous avez la chance et le malheur d'avoir Internet et les informations où il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses, malheureusement, qui peuvent induire en erreur. Et du coup, le gamin ou le débutant qui est un peu perdu et puis qui tombe sur un compétiteur, après, il va basculer sur un gamin ou un gars qui est beaucoup moins parlant physiquement, tu vois, tu te dis quoi? C'est quoi mon repère? Putain, c'est ce mec-là ou c'est ce gars-là, tu vois? Et là, déjà, de base, le gamin, s'il est un peu faible, mentalement ou on va dire influençable, tu vois, il est un peu perdu déjà dès le départ. Ouais, faut aller vers le plus honnête, celui qui se dope mais qui l'avoue. Aussi, ça peut être la solution. Ça peut être la solution. Bon, il ne vend pas du rêve. Il dit ouais, ok, je suis devenu comme ça, mais grâce à ça, quoi. Ouais, aussi, voilà, tu peux l'accepter. Tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça aussi. Mais après, je peux pas banaliser le dopage et puis inciter à ça. Non, pas. Et c'est surtout pas une incitation à en prendre. Non. Faut pas. Et aujourd'hui, alors, je vais bien insister là-dessus. À aujourd'hui, je vous le dis, il faut comprendre que le dopage, c'est des médicaments. Le coach, parce que ça peut arriver, des coachs qui contactent des gens ou des pseudo-coachs, etc. Le coach qui vous certifie savoir comment prendre des produits machin, c'est un menteur. Il n'est pas médecin, il est encore moins endocrinologue. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, c'est des médicaments. Le décaparabolant, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, parce que à l'époque, tout ça, je regardais, maintenant, je ne sais plus, mais je crois, le décaparabolant, c'était utilisé beaucoup pour les gens qui étaient en phase terminale de cancer, etc. C'est des médicaments. Ce fameux décaparabolant, il est prescrit par un médecin. Un médecin, c'est-à-dire un vrai médecin, hein, pas un gars d'Instagram. Par exemple, moi, je m'appelle Arnaud Bodybuilding, expert coach sportif, où j'ai regardé sur Google décaparabolant et je suis tombé sur le forum Métal Cacahuète Chimie Plus, où il y a des bonzes, où il y a Bernard 06 et puis Christian 54 qui disent les protocoles qu'il faut faire parce qu'ils ont trouvé ça sur Google en Angleterre. Ouais, ça tout mieux que les autres. Voilà, vous voyez déjà la différence. Je peux vous certifier qu'aujourd'hui, les seuls capables de prescrire des dosages, etc., par exemple, c'est des endocrinologues. Parce qu'à la base, ce sont des médecins. Et par exemple, quand on arrive à un certain âge, on prescrit de la testostérone à des hommes parce qu'on sait qu'à 40 ans, il y a une baisse, machin, ou pas, hein, ça dépend. Et puis là, il faut des traitements pour combler la virilité, la perte de virilité de l'homme. C'est comme ça, à la base, c'est un médicament. Vous croyez vraiment que les coachs sportifs, etc., ils ont des diplômes? Je peux vous le certifier. Je vais être gentil, je vais dire 95%. Sont juste des autodidactes qui ont appris par machin, ou regardé sur Internet, ou acheté un bouquin comme ça qu'ils ont trouvé, machin, et puis ils sont médecins, ces gens-là? Ben non, ils ne sont pas capables. Ils sont capables de vous délivrer une ordonnance pour un traitement? Non. Eh bien, peut-être que le jour où il y aura un coach sportif qui est capable de délivrer une ordonnance, là, éventuellement, je veux peut-être le croire. Et vous êtes capable d'aller à la pharmacie avec l'ordonnance pour dire, voilà, j'ai mon coach sportif qui m'a fait un traitement.
Est-ce que je peux le prendre ou pas? Voilà. Peut-être que là, et que ce sera remboursé par la Sécu. On verra. Ouais, pas demain. Je pense que ce ne sera pas demain. Donc là, Non, aujourd'hui... Non, je veux dire, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est un message qu'il faut surtout que les jeunes écoutent. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y en a qui veulent s'y mettre tard aussi au dopage. Hein. Et ça, je peux vous assurer que ce que je viens de dire a été un drame. C'était la fameuse punchline que j'avais fait il y a 4-5 ans où je parlais ouvertement de ça parce qu'on avait été au courant. Moi, j'avais même un pote à moi, mais il avait reçu des dosages par un frappadingue qui était extrêmement connu du milieu, qui était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais complètement hallucinant. Le mec, il allait finir sous dialyse à ce rythme-là. Je peux vous le dire. Mais heureusement, lui qui était jeune, quand il a vu le protocole et qu'il prenait un peu, il a eu peur. Il nous a contacté avec mon coach à l'époque. Il m'a contacté. Et là, mon coach m'a dit, Arnaud, je commence à faire des vidéos, il faut faire quelque chose. Fais une vidéo, fais une vidéo. Parce qu'on en récupérait des gamins qui nous contactaient. Moi, je te dis, j'avais à l'époque des screen captures, tout ça, j'ai balancé parce que j'en suis sorti, mais de mecs hyper connus, mais c'était des dangers publics. Mais les gamins aimaient tellement de compétition parce qu'il y a 5 ans, c'est vrai qu'il y avait un plein boom avec Instagram, Facebook, les matchs physiques, les machins. Les gamins, puis ça partait des gamins qui étaient tellement mal dans leur peau, qui se disaient putain, maintenant j'ai de la visibilité. Puis je crois, putain, les nanas, ça leur plaît. Et puis ceci, et puis cela. Donc t'es pris dans une spirale. Ils contactaient n'importe qui sur Instagram dès qu'ils voyaient un mec qui avait 20 000 followers. Pour eux, c'était le mec qui montrait des physiques de compétiteurs. Ouais, et puis après, ce même mec, on savait que le gamin, il avait fini limite sous dialyse et que son coach lui avait foutu la santé en l'air et que son coach lui imposait, je peux te le faire dire par la fédération, son coach lui imposait à chaque post Instagram de marquer « Merci coach », mon coach derrière. Mais dans quel monde on vit là? Et ces gens-là, il y en a même un qui a fini en tôle là, il y a 2 ans. En tôle. Des dangers publics. Et du coup, les gens, ils voyaient ça, ils prenaient de la thune et c'était un marché qui s'était ouvert. Mais là, aujourd'hui, il y en a. Alors, je pense que ça s'est calmé un peu. À l'époque, il y avait justement les gamins, ils contactaient le mec. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ça. Bon, ok, il faut que tu prennes de la chimie, ça va te coûter tant. Si ça existe encore aujourd'hui, ils vont contacter des gens comme ça, fuyez. Je vous dis clairement, fuyez. Déjà, votre porte-monnaie, il va mieux se porter. Et votre santé par derrière elle va mieux se porter et au moins vous pourrez avoir des gosses. Ou du moins, alors je vais faire un petit paradoxe, il faut savoir une chose, c'est que bon, vous prenez les images des bodybuilders, vous voyez des femmes avec des mâchoires comme ça, voilà, il faut être clair, elle ne marche pas au Coca-Cola, hein, voilà. Bon, limite ça devient des bonhommes. Alors il faut savoir que l'excès de testostérone chez une femme la virilise, et chez l'homme ça le féminise. C'est assez paradoxal, la chimie. Donc, en gros, tant que vous êtes sous testo, ça va. Mais le jour où vous allez arrêter la testo, et puis vous allez avoir la quéquette molle, là, comme une trompe d'éléphant. Et ouais, là, ça va puncher. Tu sais quoi, ça y est, tu m'as déclenché, c'est parti, Chris. Donc, le jour où vous allez avoir la zézette, c'est interdit au moins de 18 ans, hein, tu le mettras au départ. Donc, quand vous allez avoir la zézette qui pendouille, que vous allez voir une femme magnifique, et vu que vous n'allez plus avoir de testostérone, parce que vous ne mettez plus votre testostérone tous les lundis dans le cul, et vous allez dire, hey, oh, il ne se passe rien, mec, qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne te réveilles pas, là, il y a un canon qui vient de passer. Et que vous allez voir un mec habillé à côté qui va passer et votre tête, elle va virer vers le mec. Là, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle des dérèglements hormonaux. Et ça ne sera plus la même histoire. En gros, bon. Après, c'est vous de lui priver, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est la réalité des choses. C'était le mot de la fin. Écoute, okay. Merci Arnaud, c'était super intéressant. Merci à toi. Depuis le temps que je voulais qu'on fasse un truc ensemble. Ouais. Et écoute, ravi de t'avoir sur ma chaîne. Je vais peut-être passer sur Nice cet été. Peut-être qu'on pourra se croiser. Ouais, avec plaisir. Sur Beaulieu-sur-Mer. Donc ouais, ok, avec plaisir. On passerait un petit coup de fil. Écoute, merci infiniment. Je te dis à très vite. Et bonne continuation. Ça marche. Allez, merci pour la dispo. Et puis écoutez le podcast et écoutez bien Chris, c'est les paroles de sages qu'on est en train de vous donner là. Écoutez les sages. Souvent, quand on est jeune, on ne veut pas écouter les vieux. Alors ça va quand on a 20-30 ans, mais maintenant j'ai 40 ans, je me dis maintenant, si j'avais écouté les vieux. C'est ça. C'est ce que disait Lucie Walker à propos de Yoda. Allez, à très vite. Allez, ciao, merci.
Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.